Je suggère que la date à laquelle vous pouvez demander l'amnistie soit le 20 février 2014. Vous savez, c'est à ce moment-là que le Maïdan a atteint son apogée. Les manifestations sur le Maïdan ont atteint leur apogée. Le président démocratiquement élu de l'époque, Yanukovych, a dû fuir le pays. Et le nouveau gouvernement est lentement arrivé au pouvoir après cela. Je pense qu'il est très important que plus de vérité émerge sur ce qui s'est passé pendant les manifestations du Maïdan, ce qui s'est passé ensuite, et l'influence des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Occident, en gros. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité, et aujourd'hui je parle avec une collègue allemande, Dr. Clivia von Dewitz. Dr. von Dewitz est juge dans un tribunal de district en Allemagne. En 1987, elle a effectué un stage à la Commission sud-africaine de la vérité et de la réconciliation, et a ensuite recherché pendant de nombreuses années le rôle de la justice réparatrice au Canada, au Costa Rica, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Elle est également médiatrice, formée en droit pénal et civil. Plus récemment, elle a publié un livre intitulé « Une commission de paix pour le conflit en Ukraine ». La Commission sud-africaine de la vérité et de la réconciliation pourrait-elle être un modèle? Le sujet très complexe de la vérité et de la justice après la guerre est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors, Dr. von Dewitz, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté, car vous m'avez été recommandé par M. Patrick Barb, qui est un journaliste allemand fantastique. Je l'ai déjà eu sur cette chaîne, et il a dit que vous aviez quelque chose de vraiment important à dire. Après avoir examiné sur quoi vous travaillez, je suis d'accord, car vous avez travaillé avec de nombreuses traditions de justice et étudié comment la justice peut fonctionner, en particulier dans le cas sud-africain. Vous savez, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu différents types de tribunaux qui ont eu lieu par la suite. Nous avons eu les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, mais nous avons ensuite également eu le procès Eichmann, n'est-ce pas, où Eichmann a été emmené à Jérusalem, et il y a eu un processus pour ses crimes, car il était l'un des nazis responsables de l'Holocauste, dirigeant les camps de concentration et les camps d'extermination. Ensuite, nous avons eu le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, après les guerres yougoslaves. Nous avons également eu la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, pour traiter de l'apartheid. Pouvez-vous peut-être commencer par expliquer comment ces approches de la justice diffèrent les unes des autres, et pourquoi votre livre se concentre sur le cas africain comme modèle? Permettez-moi d'abord de dire que ces tribunaux internationaux que vous venez de mentionner ont écrit l'histoire, en particulier celui de Nuremberg. Pour la première fois, des crimes contre l'humanité, le crime contre la paix ou le crime d'agression ont été poursuivis. La leçon qui est si importante est qu'elle a montré que même les chefs d'État ne restent pas impunis. De plus, ce que je considère comme très important à l'issue de ces affaires, c'est qu'il y a une énorme preuve de ce qui s'est passé et qui s'est passé ne peut être nié par la suite. Très important. Il a été dit que notamment le tribunal militaire international qui s'est tenu au palais de justice de Nuremberg en 1946 a en fait marqué le début du droit pénal international. Mais je pense que nous ne devrions pas nous arrêter là, car qu'en est-il des victimes, qu'en est-il des réparations, qu'en est-il de l'autre côté? Permettez-moi de citer Niels Christie, un criminologue norvégien, qui a dit de manière provocante que ce sont toujours les bandits de l'autre côté qui sont traduits en justice. Et il doutait
que les tribunaux pénaux internationaux puissent vraiment promouvoir la paix sociale. Lorsque j'ai fait un stage à la Commission Vérité et Réconciliation dans le Cap-Oriental en Afrique du Sud, j'ai eu la grande chance de pouvoir assister à la fois aux audiences des victimes et aux audiences d'Amnesty. Et cela a vraiment transformé ma perception du rôle de la loi, du rôle de la justice, du rôle des juges. Pouvez-vous expliquer ces procès pour les victimes et pour l'Amnesty? Car c'est une manière très intéressante dont l'Afrique du Sud a abordé la justice réparatrice que je ne connaissais pas. Qu'étaient ces audiences d'Amnesty? La particularité de cette commission vérité sud-africaine était exactement ce que vous venez de mentionner. C'était le pouvoir d'accorder l'amnistie. Mais quelle était la beauté des procédures? C'était qu'elles étaient aveugles à la couleur. En fait, plus de Sud-Africains noirs ont demandé l'amnistie. Il y avait environ 7116 demandes d'amnistie, dont environ 5600 ne remplissaient pas les conditions de la loi. Et parmi les quelques 1600 demandes restantes, 75% ont obtenu l'amnistie. Et qu'est-ce que cela signifiait? Cela ne signifiait pas seulement l'amnistie des poursuites pénales, cela signifiait aussi aucune responsabilité civile. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ne pas avoir à payer de réparation ou de dommages aux victimes était en fait le plus grand motivateur pour que les gens se manifestent et demandent l'amnistie. Ce qui est également intéressant, c'est que, vous savez, dans les procédures judiciaires, il y a le droit de garder le silence. Il y a, vous savez, le processus équitable. Et ici, ce qu'on m'a dit lors des premières audiences, l'avocat a dit « Mon client ne va rien dire ». Et les membres du comité d'amnistie ont dit « Eh bien, c'est à un comité d'amnistie que vous parlez. Si vous ne dites rien, nous ne pouvons pas accorder l'amnistie. » C'est l'inverse. Donc, quelle est sur le fait que dans l'amnistie devait faire une décision complète? Et politiquement, il est important de savoir que cela a été décidé en Afrique du Sud, juste à la fin de l'apartheid, lorsque Nelson Mandela est essentiellement arrivé au pouvoir, sur la manière de gérer ce passé violent, où les Blancs ont tué des Noirs et les Noirs ont également tué des Blancs. Cela allait dans les deux sens. Comment gérer ce passé violent? L'approche était de dire, d'accord, vous pouvez demander l'amnistie, mais vous devez le faire sous certaines conditions, n'est-ce pas? Quelles étaient ces conditions? Et comment cela était-il censé aider la nation à guérir par un processus judiciaire? Les trois conditions étaient donc, premièrement, la divulgation complète, comme je viens de le mentionner. Ensuite, l'acte devait être politiquement motivé et commis entre le 1er mars 1960 et le 10 mai 1984. C'était le jour de l'inauguration de Nelson Mandela, le premier président noir en Afrique du Sud. Le 1er mars 1960 était le jour du massacre de Sharpeville. Ces dates ont été choisies pour que la période mandatée ne soit pas trop longue. L'apartheid n'a pas commencé en 1948. Il a commencé bien plus tôt. Pendant des siècles, les Noirs et les non-blancs ont été opprimés. Ainsi, la Commission de la vérité s'est concentrée sur cette période relativement courte, entre 1960 et 1994, sous ces trois conditions. Ce que je trouve très intéressant, c'est que tout ce processus de mise en place d'une commission vérité avec le pouvoir d'accorder l'amnistie était très controversé. Et c'était en fait le résultat d'un compromis. Le pouvoir qui a ensuite été transféré de la minorité blanche à la majorité noire n'a pas été facile, car les Blancs détenaient encore le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Il était clair qu'à la fin de la journée, la majorité noire devrait obtenir le pouvoir politique. C'était le début.
L'idée de la commission vérité est venue de l'ANC, le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, car ils avaient en fait proposé cette idée de traiter les crimes commis par des membres de l'ANC contre des membres de l'ANC contre des camarades, surtout dans les camps de l'ANC en dehors de l'Afrique. L'Afrique du Sud voulait aborder cela par le biais d'une commission vérité. Il y a eu plusieurs commissions vérité auparavant, notamment en Amérique du Sud. Les grands exemples étaient les commissions vérité du Chili et de l'Argentine. Ainsi, l'Afrique du Sud avait quelque chose à observer et à apprendre. Mais cette disposition d'amnistie était totalement nouvelle et elle a été contestée devant la Cour constitutionnelle tout au long du processus de la commission vérité. La Cour constitutionnelle a déclaré que parce que cette clause d'amnistie était le résultat d'un compromis d'une phase de transition, elle est constitutionnelle. Et l'idée ici est de s'assurer que les personnes qui vivent en Afrique du Sud et qui doivent continuer à vivre ensemble obtiennent d'une manière ou d'une autre ce moment de catharsis, de gestion de leur propre passé sans détruire l'avenir. Parce que l'un des problèmes lorsque nous pensons à la justice est que nous voulons la justice pour que les torts passés soient rectifiés. Mais il y a ces moments où rectifier un tort passé pourrait détruire le chemin vers l'avenir, n'est-ce pas? Parce que vous avez besoin de quelques-unes des personnes qui seront accusées de quoi que ce soit. Pouvez-vous nous dire quelle était l'idée? Je pense que la personne qui était en charge de cette vérité et réconciliation était M. Desmond Tutu, n'est-ce pas? Une figure très respectée dans l'ANC et l'ensemble du mouvement anti-apartheid. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Que signifie la justice? Je pense que chacun a une notion différente de ce que signifie la justice. C'est un mot si important, si grand, que j'ai en fait beaucoup de respect pour ce mot. Et je pense qu'il est en réalité surestimé. La croyance que nous avons en Occident est qu'à travers les procédures pénales, nous pouvons atteindre la justice. Pouvons-nous? Je n'en suis pas si sûre, pour être honnête. Une autre personne que j'admire beaucoup, M. Mahatma Gandhi, est souvent crédité d'avoir dit « œil pour œil, dent pour dent, et le monde deviendra aveugle et sourd ». Est-ce donc ce genre de pensée que si nous faisons ce qui a été fait aux autres, alors nous ne sortirons pas du pétrin? Eh bien, ce que je trouve très intéressant, c'est que la recherche internationale montre que ce qui est le plus important pour les victimes, c'est en fait de connaître la vérité, d'obtenir réparation et de voir un auteur être tenu responsable. Le message central de mon travail est que la chose la plus importante est que les personnes qui commettent des crimes soient tenues responsables. C'est beaucoup plus important s'ils se manifestent et assument eux-mêmes la responsabilité. S'ils ne le font pas, nous avons besoin d'une sorte d'institution, comme un tribunal, qui dit effectivement que vous êtes responsable, que vous êtes reconnu coupable. Et puis avec le tribunal vient la punition. J'espère qu'un jour nous vivrons dans des sociétés où nous n'aurons plus besoin de punition, où les gens assumeront leurs responsabilités et où au sein de la société, des moyens pourront être trouvés pour réparer, pour rendre honorable et pour s'assurer que cela ne reproduise pas. Parce que si nous regardons le monde après les procès de Nuremberg, qui sont devenus l'exemple de procédures pénales, quel impact cela a-t-il eu? Les guerres ont-elles cessé? Non. Les gens ont-ils cessé de commettre des crimes? Non. Donc, apparemment, ce n'est pas suffisant. Et d'après mon expérience, pour être clair ici, lorsque les auteurs se manifestent, confessent et prennent leurs responsabilités, cela a un effet de guérison sur la victime, sur l'auteur et sur toute la nation. Tout d'abord, et c'est vrai pour chaque contexte, la victime n'est plus nécessaire en tant que témoin
pour apporter un témoignage ou des preuves que ce crime a eu lieu parce que l'auteur a déjà dit « oui, c'est ce que j'ai fait ». Il ne faut pas sous-estimer l'importance de cela. Parce qu'alors, vous pouvez parler de « d'accord, et maintenant ?» Que devons-nous faire maintenant? Vous pouvez demander à la victime « de quoi avez-vous besoin ?» Ce que je pense être absolument important, c'est que l'auteur soit confronté à l'impact de ce qu'il a fait. Parce que très souvent, ce n'est pas ce qu'il voulait. Comme dans les affaires judiciaires ordinaires, il ne voulait pas blesser une personne. Il voulait de l'argent. J'apporte cet exemple simple et ordinaire aussi pour introduire un autre aspect. Les crimes commis dans des systèmes comme l'ère nazie, l'ère de l'apartheid, ces crimes sont en quelque sorte soutenus par le régime. Ce n'est pas un criminel qui va à l'encontre du système, de la société, de la loi. Vous avez tout un système qui soutient le coupable. Ensuite, vous avez le changement de régime, quelle que soit la manière dont cela se produit, une reddition totale comme en Allemagne ou une transition négociée comme en Afrique du Sud. Puis se pose la question de savoir comment traiter ces crimes commis pendant cette phase de dictature. Peu importe comment vous voulez l'appeler, peu importe comment cela s'est déroulé. Et l'Afrique du Sud a en fait choisi la voie de la réconciliation. Et très important, la Commission Vérité n'a pas imposé la réconciliation au peuple. La loi sur la CVR dit qu'il s'agit de la promotion de l'unité nationale et de la réconciliation. C'est une institution qui donne en fait un cadre qui facilite la réconciliation, le pardon. Et c'est l'importance. Maintenant, si nous parlons de justice réparatrice, encore une fois, c'est une autre chose parce que la justice réparatrice le mot signifie restaurer la justice. En fait, cela a été traduit d'un mot allemand, justice guérissante au début, mais cela signifie que l'auteur des faits fait face à la victime, entend l'impact que ces actes ont eu sur la vie de la victime, et ensemble, ils trouvent un moyen de guérir la relation brisée entre l'auteur et la victime. Encore une fois, je veux citer Niels Christie, qui a dit que la propriété du conflit a été retirée par l'État dans les sociétés occidentales. Encore une fois, la propriété du conflit a été retirée. Et c'est ce qui se passe lors des procédures judiciaires. Que signifie cela? Je ne comprends pas. Cela signifie qu'en fait, avant, lorsqu'il y avait un conflit où quelqu'un blessait quelqu'un, ils s'asseyaient généralement en cercle. Les tribus s'asseyaient derrière eux dans le cercle et y trouvaient une solution. La personne qui avait commis le crime, qui avait enfreint la règle, devait faire amende honorable et payer des réparations. Par exemple, si quelqu'un était tué dans les sociétés autochtones, le meurtrier devait fournir du bois à la famille du défunt ou apporter de l'eau ou tout ce qui était nécessaire. Il s'agit vraiment de réparer ce qui a été détruit. Maintenant, nous disons que la punition s'est réellement développée au XIIIe siècle. C'était lorsque les sociétés sont devenues plus complexes et qu'il y avait du pouvoir en jeu. C'était une question de pouvoir. Et je pense très honnêtement que la punition concerne le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ce soit ce dont nous avons vraiment besoin si nous voulons vivre dans des sociétés pacifiques. Pour le moment, nous le faisons parce que ça fait partie du système. Mais mettons cela de côté un instant. L'effet est quoi? Les victimes ne sont que des témoins. J'ai très souvent entendu des victimes se plaindre que les juges ne se souciaient pas de leur personne, de leur souffrance ou de la façon dont elles poursuivent leur vie. Cela a changé. Cela s'améliore maintenant. Mais une procédure judiciaire concerne le coupable, pas la victime. Et cette relation brisée entre le coupable et la victime ne se répare pas par une procédure judiciaire. Rien n'est fait pour guérir cette relation, alors que la justice réparatrice vise à guérir cette relation.
Pas qu'ils deviennent les meilleurs amis, pas du tout. Je pense qu'on peut dire qu'après qu'un crime a été commis, il y a un lien entre le coupable et la victime. Et d'après mon expérience, la seule façon de se libérer de ce lien est de pardonner. Et cela est vrai pour le coupable comme pour la victime. Permettez-moi de donner un exemple très puissant. Eva Kor, qui a survécu à Auschwitz avec sa sœur jumelle, a décidé dans les années 90 qu'elle pardonnerait à ceux qui ont tué sa famille à Auschwitz. Elle l'a fait et a déclaré publiquement « Je pardonne ce qui est arrivé à ma famille, ceux qui ont tué ma famille à Auschwitz. » Après cela, elle a dit « Pardonner, c'est comme la chimiothérapie. Vous le faites pour vous-même. Au moment où j'ai pardonné, j'étais libre. » The moment I forgave, I was free. I was no longer a prisoner of Auschwitz. Je n'étais plus prisonnier d'Auschwitz. C'est un exemple très puissant parce que Auschwitz représente le mal commis par les Allemands. Incompréhensible. Je pense que ce qui m'a vraiment poussé à étudier le droit et à devenir juge, c'est que je voulais comprendre ce qui pousse les gens à commettre de tels crimes. Et comment peut-on empêcher ces crimes de se produire? Et peut-être encore une chose de mon histoire familiale personnelle. Une de mes grand-mères a été violée par des soldats russes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mon autre grand-mère a été abattue par des soldats russes parce qu'elle ne voulait pas être violée. Et j'ai été élevée dans l'esprit du pardon. Mes parents m'ont tous deux appris que cela s'est passé pendant la guerre. C'est ce qui se passe en temps de guerre. Cela doit être pardonné. Cela peut être pardonné. Je veux que vous soyez ouverts à toute personne russe, à toute personne de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle religion, peu importe. Nous faisons tous partie de la famille humaine, comme le dit Daniel Ganser, l'historien suisse. Et pour moi, il était normal de pardonner de tels crimes. C'est ainsi que j'ai été élevée. La Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine a en fait ramené, je dirais, l'esprit de pardon, l'esprit d'Ubuntu, comme on dit en Afrique du Sud, l'esprit de « nous sommes humains, nous sommes une famille dans le monde » en apportant cet exemple au monde. L'une des raisons pour lesquelles cela a été si bien accueilli est qu'il a été filmé. Presque toutes les audiences, qu'il s'agisse des audiences des victimes ou des audiences d'amnistie, ont été filmées, diffusées et rapportées à la radio. Chaque jour en Afrique du Sud, à la fin des informations, il y avait un rapport de 5 minutes de la Commission Vérité où il rendait compte des dernières audiences et conclusions de la Commission Vérité. Chaque dimanche soir, à 19h, en heure de grande écoute, il y avait un rapport spécial de la Commission Vérité qui peut encore être visionné sur Internet. Ils ont conservé tous ces rapports, ce qui est formidable pour la recherche future. Cela a un impact énorme sur les gens si cela peut être diffusé dans le monde entier, car ce n'est pas seulement une affaire sud-africaine qui s'est produite quelque part en Afrique du Sud. Because it's not only a South African thing that happened somewhere in South Africa. It is coming into the living rooms all over the world. Cela entre dans les salons du monde entier et permettez-moi d'évoquer le procès Eichmann que vous venez de mentionner. C'était le premier procès qui a été réellement filmé. Et encore une fois, c'est très important parce que le procès Eichmann portait beaucoup sur les témoignages des survivants d'Auschwitz. Ils ont eu une voix très importante et non seulement ils ont eu une voix dans la salle d'audience, mais cela a été filmé. Cela a été diffusé dans 56 pays. Et Tom Segev, un historien israélien, a dit que à travers le procès Eichmann, une guérison a eu lieu en Israël qui a eu un effet très apaisant, un effet thérapeutique. Voici le mot que je cherchais. Contrairement au procès de Nuremberg, il ne se concentrait pas sur les témoignages des victimes. Il se concentrait davantage sur la documentation. Aussi très important, toute cette documentation qui a été collectée pour le procès est très précieuse. Elle montre que c'est ce qui s'est passé et voici les faits. Voici les preuves. Crucial, aussi très important.
Il y a eu un procès important en Allemagne, enfin en 63, le procès d'Auschwitz à Francfort. Au moins, ils ont enregistré les voix, ils ne l'ont pas filmé, mais au moins nous avons des enregistrements des voix. Mais imaginez que les victimes résidaient en fait dans le même hôtel que les accusés. Comment peut-on ne pas penser à prêter attention aux besoins des victimes? Et je veux juste comparer l'atmosphère d'une salle d'audience, comme le procès d'Auschwitz, où vous pouvez prendre le procès Eichmann, peu importe, mais il s'agit de prouver la culpabilité individuelle des accusés. Et cela limite tout le processus, alors que le processus d'amnistie consistait à ce que le coupable partage la vérité pour obtenir l'amnistie. Beaucoup de mythes pouvaient être clarifiés, beaucoup de vérités ont émergé, beaucoup de corps pouvaient enfin être enterrés parce que les membres de la famille savaient maintenant où ils pouvaient trouver les ossements. Et ce qui m'a beaucoup touchée lors de ces audiences des victimes, les audiences sur les violations des droits de l'homme en Afrique du Sud, c'est qu'à la fin, les victimes étaient interrogées par les membres de la commission. Qu'attendez-vous? Que voulez-vous de la commission Vérité? Et elles ont répondu, « Je veux de l'argent pour une pierre tombale, et je veux connaître le lieu où se trouvent mes proches, afin que je puisse les mettre au repos, les mettre en paix. » C'est une manière très très puissante de faire réellement la réconciliation et d'utiliser un processus de justice pour plus que simplement punir les auteurs, mais pour traverser un traumatisme national, un traumatisme vraiment profond. En un sens, le procès d'Eichmann et les procès de Nuremberg étaient importants non seulement pour les victimes, mais aussi pour l'Allemagne, pour parvenir à la vérité sur ce qui s'est passé pendant ces crimes horribles. Maintenant, dans le contexte de l'Afrique du Sud, cela a fonctionné parce qu'il y avait un cadre national pour cela. Votre livre va encore plus loin. Vous suggérez que cela pourrait également être un modèle à utiliser pour parvenir à la réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, qui, à toutes fins utiles, seront toujours voisines, quelle que soit leur configuration, et qui doivent vivre ensemble. Je veux dire, nous, Européens, devons vivre ensemble. Nous oublions constamment cela dans notre haine aveugle de l'autre. Comment cela pourrait-il fonctionner dans un cadre où nous supposons que nous aurons une Russie souveraine et une Ukraine souveraine qui, à un moment donné, cessent de se battre? Et ensuite, comment pourriez-vous mettre cela en œuvre dans un environnement bilatéral ou même multilatéral où tout le monde n'est pas sous le même gouvernement? C'est certainement beaucoup plus compliqué que de mettre en place la commission Vérité pour l'Afrique du Sud, car comme vous le dites, nous avons 2 États indépendants, mais cela ne le rend pas impossible. Ce qui est très important, c'est que les membres de la commission soient des Ukrainiens et des Russes également représentés, mais la commission devrait être présidée par un expert international. Et le comité devrait également être présidé par un expert international parce que nous avons 2 pays différents. Ce n'est pas les Blancs contre les Noirs, ou en fait, c'était les Blancs contre tout le reste. C'est beaucoup plus compliqué. Par conséquent, je suggère d'appeler une telle commission une commission de la paix parce que c'est en fait ce que nous voulons après la guerre. Ensuite, bien sûr, les 2 parlements doivent être impliqués, de la même manière que la loi TRC en Afrique du Sud a été adoptée par le Parlement en 1995. Ce qui doit être fait, c'est qu'un groupe de spécialistes doit rédiger une loi établissant une telle commission de paix. Cette loi devra être adoptée à la fois par le Parlement russe et le Parlement ukrainien comme étape préliminaire. Ensuite, ils doivent choisir les personnes. Le choix de l'archevêque Desmond Tutu en tant que clerc était très judicieux. Comme vous venez de le mentionner, il était bien connu, avait une très bonne réputation et était capable de pardonner lui-même, donc il était un modèle.
comme Nelson Mandela, il était un modèle très important. Des personnes comme celle-ci facilitent, je dirais, la mise en place d'une commission comme celle-ci. Mais une commission comme celle-ci ne dépend pas uniquement de personnalités comme celle-ci. A commission like this does not depend on personalities like this. And who knows, maybe they will find. Et qui sait, peut-être qu'ils trouveront des personnes prêtes à suivre les traces de quelqu'un comme Nelson Mandela et Desmond Tutu. De plus, ce que nous avons ici, c'est que les Russes et les Ukrainiens partagent la même religion avec de légères différences. C'est très important, cela facilite les choses. Cela n'exclut pas les conflits entre différentes religions, mais cela facilite certainement les choses si vous partagez les mêmes croyances religieuses, ce qui est le cas pour l'Ukraine et la Russie. De plus, je pense que les procès de Nuremberg n'ont fonctionné que parce que l'Allemagne s'est rendue sans condition. Je ne pense pas que nous aurons une situation comme celle-ci. Je pense que ce conflit ne peut pas se terminer sur le champ de bataille. Beaucoup de gens ont dit que ce conflit se terminera par des négociations. Par conséquent, je pense qu'ils devront trouver un compromis. Je veux dire tout d'abord, bien sûr, ils doivent traiter les revendications territoriales et la sécurité. Mais une fois qu'ils auront trouvé une solution, ils devront trouver un moyen de traiter les violations des droits de l'homme commises pendant le conflit. Et je pense que cela pourrait en fait être un outil pour les négociations, pour trouver une solution pour un contrat de paix. Parce que tout le monde veut un tribunal pour les autres nationalités qui ont commis des crimes. Alors pourquoi ne pas mettre en place une commission de paix pour examiner ce qui s'est passé? Un autre point très important que je veux souligner ici est que cette guerre n'a pas commencé en février 2022. Cette guerre a commencé bien plus tôt. Et je suggère que la période pour laquelle vous pouvez demander une amnistie devrait commencer à partir du 20 février 2014. Vous savez, c'est à ce moment-là que l'amnistie des Amnestéens était à peine voilà. Le président démocratiquement élu à l'époque, Yanukovych, a dû fuir le pays et le nouveau gouvernement est lentement arrivé au pouvoir après les élections. Je pense qu'il est très important que plus de vérité émerge sur ce qui s'est passé pendant les manifestations de Maïdan, ce qui s'est passé ensuite, et l'influence des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Occident en gros. Et c'est tellement plus facile de faire ressortir cela à travers une commission comme une commission de vérité, une commission de paix. Ce qui n'est pas très bien connu non plus, c'est que la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine a tenu des auditions dites institutionnelles. Des représentants de la presse, de l'armée, de la police, du système judiciaire, du secteur médical et des partis politiques ont témoigné devant la commission. Et tous ont dit qu'ils auraient effectivement pu faire plus pour prévenir les violations des droits de l'homme commises sous l'apartheid, et ils ont tous bénéficié du système. Mais le fait qu'ils le disent en public, à la télévision, est déjà une étape très importante vers la réconciliation. Donc, ce qui me semble très important, c'est qu'une commission de paix ait également le pouvoir de tenir ce genre d'audience institutionnelle et qu'elle ait le pouvoir d'inviter des chefs d'État. Je veux dire, nous vivons à l'ère de Zoom. Ils n'auront pas besoin de se déplacer là où la commission aura son siège ou ses bureaux, mais ils devraient pouvoir demander à un président ou un ancien président de venir témoigner. Et en Afrique du Sud, la Commission Vérité, par exemple, a convoqué l'ancien président Botha, et il a refusé de venir témoigner. Ainsi, la Commission Vérité a déposé une plainte devant un tribunal ordinaire sud-africain, et ils ont gagné. En première instance, Botha a été condamné à 1 an de probation et a dû payer une amende. Malheureusement, ils ont commis une erreur sur le plan formel et en deuxième instance, ce jugement a été annulé. Mais avoir un jugement de première instance
disant que Botha a été condamné pour ne pas avoir respecté la demande de la commission Vérité de se présenter est une étape très très importante et unique. Vous savez, cette manière que vous exposez pour parvenir non seulement à la justice, mais aussi à la vérité, est extrêmement puissante, parce qu'en ce moment, l'un des principaux problèmes que nous avons dans la guerre Ukraine-Russie et la guerre plus large, vous savez, qui se déroule, appelons cela la violence générale qui règne, c'est qu'elle crée des victimes de tous côtés en fait. Et ce qui s'est réellement passé est indifférent. Prenons l'exemple que nous sommes maintenant dans un moment où les deux parties, la Russie et l'Ukraine, s'accusent mutuellement des massacres qui ont eu lieu à Boutcha. Les deux parties disent « non, c'est l'autre partie qui l'a fait ». Et les deux parties utilisent cela comme justification pour expliquer pourquoi elles doivent faire ce qu'elles font. Et l'un des deux camps aura probablement raison. Il est peu probable que les personnes à Boutcha aient été tuées à 50% par les Russes et à 50% par les Ukrainiens. Je veux dire, l'un des deux camps ment. Maintenant, si nous nous attendons à ce que cela soit résolu d'une manière ou d'une autre, comment ce processus fonctionnerait-il pour encourager les auteurs à révéler la vérité? Comment cela s'est-il passé en Afrique du Sud, où tout ce processus a motivé les auteurs des crimes à se manifester et à dire « D'accord, très bien, je l'ai fait, je veux l'amnistie ». Comment cela se produirait-il dans le contexte Russie, Ukraine, Occident? Question très importante. Permettez-moi d'abord d'expliquer comment cela a fonctionné en Afrique du Sud. Cela montre en fait l'importance des procédures pénales avant la mise en place d'une sorte de commission de vérité. Parce que dans les années 90, des officiers de police blancs ont été inculpés devant les tribunaux pour des crimes qu'ils avaient commis. Et ces procédures pénales ont abouti à des peines très lourdes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Le commandant de l'escadron de la mort à Vlak Place, Eugène de Kock, a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité et à 212 ans pour plus de 100 crimes dont il a été reconnu coupable. Maintenant, Eugène de Kock a commencé à demander l'amnistie pour plusieurs affaires, je pense plus de 50 affaires. Parce qu'il devait faire une divulgation complète, il devait dire avec qui il avait fait ce qu'il avait fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a déposé une demande d'amnistie dans laquelle il a indiqué avec qui il avait fait ce qu'il avait fait et bien sûr ce qu'il avait fait et comment il l'avait fait. Ensuite, il a dit à ses collègues ou anciens collègues « Je viens de déposer une demande d'amnistie dans laquelle j'ai dit au comité d'amnistie que vous avez fait ceci et cela avec moi. » Donc, naturellement, ce qui s'est passé, c'est que les collègues ont demandé l'amnistie parce qu'ils avaient peur de faire face à des poursuites pénales et à la responsabilité civile qui en découle une fois que vous êtes condamné. Pour éviter cela, il y a un universitaire allemand qui a ensuite travaillé pour le tribunal international de l'ex-Yougoslavie ou le tribunal pénal international à La Haye, Volker Nerlich, qui a proposé la thèse selon laquelle c'est en fait uniquement parce qu'il y avait des procédures pénales avant la création de la commission de vérité que les auteurs ont demandé l'amnistie. Et il explique cela par le fait que la police en Afrique du Sud a commis ces crimes à l'intérieur du pays. Ils étaient donc responsables en vertu de la loi sud-africaine et ont été condamnés à de lourdes peines de prison. L'armée, la force de défense sud-africaine, a commis ces crimes en dehors du territoire sud-africain. Il existe une clause stipulant que la juridiction sud-africaine ne couvre pas les crimes commis en dehors du territoire sud-africain. Guess what? Only 31
Devine quoi? Seulement 31% des membres de la force de défense sud-africaine ont demandé l'amnistie. Au final, il y a de nombreux chiffres pour ceux qui ont demandé l'amnistie. Mais les derniers chiffres que j'ai pu trouver parmi ces 1600 formulaires de demande qui étaient effectivement dans le cadre de la loi et respectaient les conditions. 293 demandes provenaient de membres de la police et de la force de défense. Mais nous savons qu'il n'y en avait que 31. Donc, c'était principalement la force de défense, des personnes qui sont manifestées et ont demandé l'amnistie, et beaucoup de membres de l'ANC ont également demandé l'amnistie, ainsi que d'autres partis, bien sûr. Mais le point que j'essaie de faire valoir est qu'il est très important que les auteurs craignent les poursuites pénales et la responsabilité civile. Sinon, ça ne va pas fonctionner. En théorie, nous avons cela. En théorie, vous pouvez faire valoir que la Russie et l'Ukraine peuvent établir le principe selon lequel les soldats, les officiers, les généraux ont enfreint le droit international humanitaire. Donc, le droit de la guerre, le droit qui vous interdit de tuer des civils, n'est-ce pas? Si cela a été enfreint, et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Tuer des soldats qui se rendent avec un drapeau blanc, les tuer, c'est un crime de guerre. Je veux dire, tous ces crimes de guerre, nous les avons bien définis. Donc, vous pourriez faire valoir que les Ukrainiens décident de punir les personnes qui l'ont enfreint de leur côté, et les Russes punissent les personnes qui l'ont enfreint de leur côté, et ils créent une commission conjointe pour établir lesquels de leurs propres membres ont enfreint le droit international humanitaire afin de rétablir la vérité et la justice. Serait-ce le type de processus que vous envisagez? C'est très théorique, car je pense qu'en pratique, ça ne va pas se produire. Non, mais comment cela pourrait-il être fait en pratique lorsque nous avons deux États souverains et que les deux États affirment que la guerre est pour une cause juste? Vous savez, la guerre crée des situations laides. Par conséquent, chaque État essaiera naturellement de protéger ses propres auteurs de poursuites. Comment pourrions-nous motiver les États à réellement poursuivre leurs propres criminels de guerre? C'est une question très compliquée. Je pense que je n'ai pas de réponse simple, mais permettez-moi d'ajouter autre chose. L'Ukraine a commencé à traduire des soldats devant les tribunaux dès 2022. Oui, des soldats russes, n'est-ce pas? Oui, c'est comme les Russes amenant des soldats ukrainiens. C'est comme, oui, ceux que vous avez sous la main, bien sûr. Mais le procureur général en 2022 a dit « Nous avons également commencé des enquêtes contre nos propres soldats, mais nous avons mis cela de côté jusqu'après la guerre. » Ce que je veux souligner, c'est que le rôle d'une poursuite devrait être d'enquêter sur les crimes, peu importe qui les commet. Il est très difficile de demander un bureau de poursuite aussi neutre en temps de guerre, mais c'est ce qui devrait se passer. Disons-le ainsi. Les Russes devraient également poursuivre leurs propres ressortissants qui ont commis des crimes. Et puis nous devons aussi examiner de quels crimes nous parlons. Je pense que nous serions d'accord qu'il y a des crimes qui sont punissables en temps de guerre, comme les crimes de guerre, quelle que soit la définition exacte des crimes. Mais permettez-moi de souligner qui vous donne réellement la permission de prendre la vie de quelqu'un d'autre parce que c'est la guerre. Mais je sais que c'est très... Cela rend la situation encore plus compliquée. Mais à un niveau inférieur, nous avons les règles de la guerre. Nous avons le droit de la guerre. Nous l'appelons le droit humanitaire, mais en réalité, c'est le droit de la guerre. Nous avons cela. Et l'idée principale est que les États disent, par exemple, « Non, j'interdirai à mes propres soldats de faire X. » Et s'ils font X, alors ils commettent un crime, même selon mon propre manuel militaire. Il existe des manuels militaires qui vous indiquent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire.
Si quelqu'un porte un drapeau blanc et n'a pas d'arme, vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Si vous lui tirez dessus, c'est un crime de guerre. You cannot shoot them. If you shoot them, it's a war crime. And if you so we have what we would need in terms. Nous avons donc ce dont nous aurions besoin en termes de structure juridique. La question est de savoir comment créer la volonté politique ou les incitations pour le faire. Je veux dire, offrir une amnistie sur demande est une bonne idée, non? Ainsi, les personnes qui ont commis les crimes peuvent dire « Je demande l'amnistie, donc je suis blanchi de cela, et je peux. » Moi, en tant que Russe, je peux à nouveau voyager en Ukraine, même à l'avenir, et vice-versa, sans être persécuté. Ou je peux voyager à l'étranger sans craindre que la CPI ne me poursuive. Je veux dire, cela pourrait être une motivation. Je veux dire, les deux pays n'ont pas signé le statut de Rome. Ils ne l'ont pas fait. Non. Mais je veux dire, nous parlons ici d'hypothèses. Et je pense que c'est aussi notre travail en tant qu'universitaire de réfléchir aux options. Vous présentez une belle option et vous dites que l'option sud-africaine devrait être sérieusement envisagée. Avez-vous d'autres idées sur la façon dont cela pourrait être lié à la structure des incitations pour emprunter cette voie? Je veux dire, je pense que les commissions de vérité n'excluent pas les tribunaux. Il pourrait être nécessaire de mettre en place un tribunal international, mais le problème que je vois, vous savez, je viens aussi d'une perspective de juge. Je regarde aussi, est-ce que cela peut fonctionner? Et il pourrait y avoir besoin d'un tribunal international, mais la difficulté de trouver des personnes qui seront acceptées par les deux parties est très élevée. Parce que ce que je vois se passer en Occident, c'est une mentalité très anti-russe. La propagande est un mot très fort, mais c'est le bon mot. Je pense que ça se résume à de la propagande. Et il n'y a pas beaucoup d'informations objectives sur les raisons pour lesquelles la Russie a envahi l'Ukraine, ce qui était illégal. Nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Alors où trouvez-vous des personnes qui seront respectées par les deux parties? Je pense que vous ne les trouverez pas dans des positions de pouvoir, ni du côté politique, ni du côté juridique. Je ne peux parler que de l'Allemagne. Mais si vous êtes dans une position de pouvoir dans l'administration judiciaire allemande, cela signifie que vous avez fait et dit ce qui est attendu de vous pour accéder à une position de pouvoir. Les personnes qui disent ce qu'elles croient être juste et bon, si elles suivent leur cœur, ne font pas carrière dans l'administration judiciaire allemande. Et je m'attends à ce que ce soit assez similaire dans d'autres pays également. Mais vous les trouverez, et c'est une question de volonté. Je pense que s'il y a la volonté politique de mettre en place une commission de paix avec le pouvoir d'accorder l'amnistie, et s'ils comprennent la structure, le fonctionnement et la nécessité de procédures pénales même avant l'établissement d'une telle commission, ils concluront probablement que nous avons besoin d'un tribunal international. Et alors, il pourrait y avoir des personnes de pays en dehors de l'Europe qui ont observé le conflit et sont très familières avec le droit international. Ces personnes peuvent être trouvées. Et je pense qu'il est possible de mettre en place un tribunal international qui puisse être respecté à la fois par la Russie et l'Ukraine. Et permettez-moi de dire une chose de plus. Je suis très reconnaissant que le président Trump pousse effectivement vers des négociations, vers la paix. Il a fait ce qui n'a pas été fait depuis des années. Il a rouvert le canal de communication avec la Russie. Viktor Orban a essayé cela et a été fortement critiqué. Je trouve très intéressant que Trump veuille la paix et que l'Europe veuille la guerre. Et je dois honnêtement dire que j'ai honte de ce que fait le gouvernement allemand ces jours-ci. Nous avons déclenché la Seconde Guerre mondiale. Nous avons causé tant de souffrances. L'Allemagne, en déclenchant la Seconde Guerre mondiale, a causé la mort d'environ 27 millions de Russes. Comment pouvez-vous ne pas faire
tout ce qui est en votre pouvoir pour promouvoir la paix. De cette histoire familiale dont je viens, ce sont les gens qui paient le prix de la guerre. Et plus une guerre se termine tôt, mieux c'est, et moins les gens souffrent. Donc, si vous pouviez réellement parler de territoire et dire « d'accord, la Russie obtiendra les parties orientales qu'elle a déjà annexées ». Si cette solution pouvait sauver des vies, de nombreuses vies, pourquoi pas? Encore une fois, la famille de ma mère vient d'Elbing, près de Danzig, qui est aujourd'hui la Pologne. L'Allemagne a perdu cette partie à cause de la guerre. Je ne voudrais jamais récupérer cette partie. J'ai fait un stage en tant que juge avec les tribunaux polonais et je voulais aller à Elbing et ils ont organisé une journée où je pouvais visiter l'Amts- und Landgericht d'Elbing et j'ai reçu un accueil si chaleureux et je me suis sentie connectée à cette terre d'une manière très intéressante. Mais jamais je ne voudrais récupérer cette terre. Je pense que nous sommes tous des êtres humains et en chaque être humain, il y a un besoin profond de paix, de justice, pour... La question pour nous est, comment en faire une réalité? Parce que le besoin est là, mais les processus politiques dans lesquels nous sommes, et les processus politiques sont des processus de sociologie, de grands groupes, commencent à surpasser cela et ensuite à le détruire, malheureusement. Donc la question est, comment créer des systèmes qui aident à actualiser cette envie et non à la réprimer? Et je continue de dire, dans mes cours de sciences politiques sur l'Europe, vous savez, la question n'est pas si les frontières en Europe changent. La question est, changent-elles avec ou sans violence? Et en ce moment, nous avons un autre changement de frontière avec violence, ce qui est grotesque et horrible, mais c'est juste un fait. La question est alors, comment utiliser un système comme le système judiciaire pour guérir les blessures? Et je pense que vous donnez de très bonnes pistes de réflexion pour y parvenir. Cela passe par la vérité, et la vérité devra d'une manière ou d'une autre aussi combattre la propagande. Donc la question est probablement de savoir si nous arrivons à un point où de Moscou à Berlin, à Londres, à Kiev et à Washington, nous voulons réellement la vérité. Parce que mon sentiment en ce moment est que les gens ne veulent pas la vérité. C'est probablement trop tôt pour cela, je suppose. C'est ça le problème. Je pense que nous devons arriver à un point, comme vous le dites, où les personnes en position de pouvoir veulent la vérité. Nous en sommes assez loin pour le moment, mais cela ne signifie pas que nous n'y parviendrons pas. Je pense qu'il est important de croire que c'est possible, que nous proposions des idées, que nous fassions des suggestions, et que ces suggestions, ces idées, ces visions, soient discutées et écoutées. Et puis, un politicien pourrait penser que c'est une bonne idée. Par exemple, ce que je viens de mentionner, et s'il proposait à Poutine qu'il obtienne ce dont il a besoin, que les régions annexées autour du Donbass et toutes ces régions appartiennent à la Russie, cela ferait partie du contrat de paix à la fin. Je serais assez optimiste qu'il serait plus disposé à arrêter les combats. Parce qu'en ce moment, la Russie est en train de gagner. Alors pourquoi devrait-il s'arrêter? Pourquoi devrait-il accepter un cessez-le-feu s'ils sont en position de force? De plus, ils ne font plus confiance aux Européens, à l'Occident, ce qui est compréhensible, car ils n'ont rien fait pour respecter les accords de Minsk II qui ont été signés et convenus en 2014. Alors pourquoi devraient-ils faire confiance à l'Occident pour le faire cette fois-ci? Donc, je comprends le point de vue russe de ne pas accepter un cessez-le-feu maintenant, jusqu'à ce qu'on leur ait offert que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN, ce qui est l'une des raisons principales qui ont poussé la Russie à commencer cette guerre. C'est une chose très importante et je suis très reconnaissant que cela ait été annoncé de cette manière.
Mais la deuxième et la plus importante chose est maintenant le territoire. Donc, soit nous laissons les Russes, comme le côté russe, prendre plus de territoire par la guerre, par le combat, par le sacrifice de beaucoup plus d'hommes, soit nous y parvenons par des négociations. Et encore une fois, si vous parlez aux personnes qui ont été dans ces zones qui appartiennent maintenant à la Russie, par exemple Patrick Bob, que vous venez de mentionner, il a dit « Eh bien, la Russie a investi beaucoup d'argent dans la rénovation et la reconstruction de cette partie du pays. Les gens reçoivent des pensions plus élevées, des salaires plus élevés, ils veulent juste avoir une bonne vie et un bon résultat et avoir la paix. Et pourquoi ne pas en faire une priorité ?» Why not have this a priority? You know, the one thing I take away and Vous savez, la seule chose que je retiens, et nous devons malheureusement conclure ici, à cause de l'heure, c'est que si nous essayons de créer une justice pour les victimes plutôt qu'une justice pour les vainqueurs, si nous essayons de nous concentrer sur les victimes et non sur ceux qui gagnent, alors nous avons plus de chances d'arriver à la réconciliation. L'espoir de travailler dans ce sens est bon, je crois. Voulez-vous ajouter quelque chose à cela? do you want to add one more thing to? Yes. What impressed me a lot Oui, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était l'atmosphère dans laquelle les victimes pouvaient témoigner devant la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine. Elles avaient un accompagnateur qui était avec elles avant, pendant et après l'audience. Toute l'atmosphère était très humaine, très favorable aux victimes et réduisait le risque de retraumatisation, ce qui arrive lorsque vous parlez de ce qui vous est arrivé. Et permettez-moi de donner un exemple. Une femme âgée a dit au début de son témoignage, lorsque j'étais dans l'une de ses audiences, « Merci de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui et à partager mon histoire. » Thank you for inviting me to talk to you today and share my story. This gives me back my human dignity. Cela me rend ma dignité humaine. Je n'ai jamais entendu une victime dire cela après une séance de tribunal. Par conséquent, je trouve si important que toute cette idée de la façon dont fonctionnent les commissions de vérité trouve sa place dans la discussion mondiale. Et permettez-moi de terminer avec la fin de mon livre où je cite un proverbe Xhosa disant « L'utopie est loin ». Et l'un des petits-fils de Mandela, Ndaba Mandela, explique que personne n'y est jamais parvenu. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Cela peut demander des efforts et des luttes pour y arriver, mais cela vaut toujours la peine de travailler vers une vision de paix. Et j'y souscris pleinement. Et pour tous les sceptiques, chaque guerre, au cours des 100 dernières années, a donné lieu à de nouvelles approches du droit international, de nouveaux tribunaux, de nouveaux systèmes, de nouvelles idées. Et je vous félicite, Clivia von Dewitz, d'avoir une autre idée pour tirer quelque chose de bon de quelque chose d'horrible. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette discussion.